Bonjour, je vous présente une étude qu'on a fait au Rwanda sur les trous maculaires excentriques en tant que complication post-opératoire de la chirurgie maculaire. Alors, l'objectif de notre étude, c'était de parler de l'incidence de ces trous maculaires excentriques et aussi de faire les caractéristiques. On a pris 125 cas qui étaient opérés pour une chirurgie maculaire au Rwanda et on a vu que sur 14 yeux de 14 patients, il y avait des trous maculaires excentriques qui s'est développés dans le temps post-opératoire. Et l'âge moyen des cas était de 65 ans, la plupart, 65%, étaient des femmes, et l'indication de la chirurgie était des trous maculaires dans 80% et 20% des membranes épérétiniennes. Et en fait, les caractéristiques de ces trous maculaires excentriques, c'était qu'ils se sont développés à 4 semaines après la chirurgie. La localisation était intrinsèquement toujours temporale et il y avait 85% qui étaient des trous multiples. Et en fait, ici, les images de ces trous maculaires excentriques, on voit sur le deuxième cas que, en fait, le trou maculaire ne s'est pas fermé post-opératoire. Et ici, on voit des cas assez exceptionnels sur des trous maculaires excentriques qui se développent sur toute la macula temporale, du supérieur en inférieur, et même le dernier cas, c'est un cas typique. Et ça, c'est l'aspect des trous maculaires excentriques sur l'OCT. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des parties qui sont pour toute la rétine et des autres qui sont juste partiellement de la rétine, en fait. Et celui en bas à droite, il a malheureusement décollé post-opératoire. Et j'ai un petit vidéo pour vous. Alors, les théories. On ne comprend pas très bien pourquoi ces trous maculaires excentriques se développent, en fait. La première théorie, ça pourrait être que c'est un trauma mécanique à l'intérieur de l'intervention. On ne pense pas vraiment que c'est le cas parce que c'était 3 chirurgiens différents qui avaient leur expérience avec des patients caucasiens. Et en fait, les patients qu'on avait là-bas, ils avaient toujours une adhérence du vitré sur la macula, une adhérence de la ILM qui était très très forte. Et peut-être c'est des lésions des cellules du Muller. On sait que sur des images microscopiques de la ILM post-opératoire, on voit des processus de la cellule mullérienne, et peut-être quand l'ILM est très adhérente, ça peut vraiment déchirer et créer une nécrose de ces cellules qui sont responsables pour la structure intrarétinienne. Sinon, ça pourrait être aussi une contracture tangentielle et une rétraction du bord de la ML, membrane interne limitante post-opératoire ou du vitré, ou des toxicités des colorants, mais on a utilisé le Brilliant Blue G. Pourquoi la localisation temporale? Ça, on ne comprend pas très bien, c'est aussi une question à vous. Peut-être c'est l'épaisseur de la macula temporale qui est un peu plus fine, ou il y a une ischémie, une prédisposition de l'ischémie dans la macula temporale qui pourrait nous amener à ça. Alors, en conclusion, il y a une incidence qui était beaucoup plus élevée. En fait, si on la compare avec la littérature, l'incidence est entre 0,5 et 2,5%. La première étude qui a décrit ça, c'était en 2005, alors il n'y a même pas si longtemps. Et peut-être vous avez aussi des idées comment on peut prévenir ces complications. C'est assez intéressant. J'ai regardé les photos et en fait j'ai vu que tu as souvent que des yeux gauches. Et c'est en temporal, je me demande si c'est pas l'onde de lumière en fait. Je ne sais pas si tu as aussi des yeux droits. Tu vois, parce que là, je pense que s'il tient l'onde de lumière avec la main gauche, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Parce que je ne vois pas s'il est colorant, pourquoi il sera qu'à cet endroit-là. Est-ce que c'est pas une phototoxicité ou est-ce que c'est un mélange avec le... Parce que c'est du verre que vous utilisez. Mais on avait ça juste dans la chirurgie maculaire, en fait. Alors, si c'était vraiment... bon, ça pourrait être... Ouais. Tu vois, parce que là, je vois, ça tombe bien avec la lumière. Et il faut voir...
Oui, mais ça dépend comment tu la tiens, le chirurgien. Parce que si tu... Pourquoi pas de l'autre côté? Peut-être c'est un peu plus épais, effectivement, l'interpapillomaculaire, c'est moins toxique, ou tient différemment, j'en sais rien. C'est des lésions mécaniques de quand tu injectes le colorant, tu sais, l'espèce de... que tu bombardes, alors ça marche que si tu es droitier. Parce que si tu es droitier, tu injectes ton colorant main droite, tu l'injectes pas au-dessus de la fovea, et en général, ça tombe en temporal. Oui, mais... C'était une lésion mécanique de t'injectes fort. Oui, mais ça veut dire qu'il faut faire tellement de jet là, sur la photo de gauche. En fait, quand tu injectes le colorant, ça te fait des espèces de turbulences qui viennent quand même se répercuter sur la rétine. Et que par exemple, tu te libérais de ça soit si tu injectais en douceur, soit beaucoup plus haut dans le vitré, soit avec une canule dual bore. Tu sais qu'il y a les petites incisions et le colorant s'injecte perpendiculairement à ta canule. Mais qu'a priori, ça, c'est possiblement des lésions de traumatisme mécanique de l'injection du colorant. Alors en fait, c'était une des hypothèses. Ouais, le problème, c'est qu'on était 3 chirurgiens. Il y avait même un 4e chirurgien qui avait les mêmes complications avant nous. Mais est-ce que c'est la même machine et la même lampe de lumière? Parce qu'en fait, pour avoir une énergie cinétique, je crois pas que le jet que tu peux le faire en 25 gauche, ça peut aller si... Moi, je suis assez d'accord avec Alice, parce qu'en fait, moi j'en ai un personnellement, très récent, qui est par contre en dehors de l'arcade, mais vraiment tout rond, tout comme tu nous as montré, et sur une chirurgie de membrane où il n'y a pas eu de problème particulier, donc c'est pas un traumatisme lié à la pince ou quoi que ce soit. C'est effectivement, moi je me mets souvent quand j'injecte à distance, et j'ai pas de canule justement ma canule injecte tout droit, vraiment le jet arrive sur la rétine, même si je fais attention, pris dans la routine, est-ce que là c'est pas ça qui s'est passé, j'ai injecté trop fort, et c'est quand même globalement vers l'endroit où j'injecte d'habitude, quoi. Moi, je me décale toujours un tout petit peu en haut, et j'appuie, et moi je vois que ça en fait. Quel colorant avait été utilisé là dans les... Brilliant Blue Gel. En fait, les trous paramaculaires, en fait, c'est décrit même chez les non-mélanodermes, souvent ne sont pas aussi importants. Oui. Mais comme tu vois, c'est toujours en temporal. Et je trouve que c'est plus à la jonction entre la limite de la zone de pelage. Oui. Et souvent, je pense que le mécanisme, c'est essentiellement une rétraction de la limitante qui n'a pas été pelée. Donc en fait, tu as une rétraction tangentielle de la limitante qui fait que sur la zone où ça a été pelé, ça étire la rétine interne. Oui, c'est tout à fait une de nos théories aussi, et peut-être c'est même le vitré qui reste encore un peu en... ouais. En fait, le CK, presque, c'est ce qu'il était similaire pour tous ces cas, c'était qu'il y avait une adhérence du vitré postérieur, une adhérence de la ILM qui était assez forte. Et en fait, c'était décrit dans une étude à Ghana que les Noirs africains ont plus d'adhérence du vitré postérieur. Rigide. Oui. Redis ce que tu as dit là, plus d'adhérence entre quoi? Entre le vitré et la macula, et entre la ILM et la macula. L'ILM, c'est 1 micron, c'est bien, Oui, mais quand on pèle, elle est moins ça, souple. Oui, et ça prend un peu la rétine avec. Non, mais ça veut dire les pieds des cellulaires, c'est pas l'ILM. Hein. Là, ça ressemble tout à fait comme si les cellules de Muller chez l'Africain ne se scindaient pas au niveau des pieds. Tu sais, quand on enlève la limite interne, on enlève un tissu de 7 microns. Il y a 1 micron qui est la limite interne, et il y a 6 microns qui sont les astrocytes et les pieds des cellules de Muller. Mais parce qu'il y a une section... Je vous remercie, monsieur. Il y a une section des cellules de Muller au niveau des pieds. Et là, c'est comme si cette section ne se faisait pas et qu'on enlève le pied des cellules de Muller avec en plus la cellule de Muller en entier, comme ces champignons chinois, vous savez qu'il y a encore un petit truc en haut et puis un petit tuyau en bas. Ça fait penser à ça. Je suis d'accord, c'est exactement ce que nous on pense aussi, c'est qu'en fait toutes les cellules de Muller, ils sont en train de partir avec... Ils sont sortis en même temps, voilà. Ça serait compréhensible. L'adhérence à la limitante interne, non, ça veut rien dire, parce que c'est un tissu idiot qui sert à rien. Hein.
Mais c'est incroyable ça. On a fait des études sur la rétine du noir pour savoir si les cellules de Muller ont la même... Il y a juste une seule étude qui date d'il y a 1 an et qui a parlé un peu de cette adhésion vitréomaculaire et pas plus en fait. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que j'ai fait pendant près de 2 ans de la recherche dans le département des soft materials à l'ULB à Bruxelles, où on travaillait entre autres sur ce qu'on appelle les fractures. En physique mécanique pure, la fracture, c'est en fait le bord de notre déchirure de la membrane limitante interne. C'est assez marrant que ce soit toujours par là-bas. Moi aussi, quand j'ai des trous, c'est pas fréquent, mais ça m'arrive, eh bien, je vais les trouver par là-bas. Et donc, en fait, l'une des conclusions, justement, de l'étude qu'on avait faite à l'époque, c'était de dire qu'il faut aller très lentement quand on fait des pelages maculaires. Et je pense que c'est dans la zone d'initiation que vous venez tirer et où, au départ, il y a un échauffement des tissus qui va favoriser des lésions intrarétiniennes par après, quoi. Parce qu'on ne les voit pas pendant la chirurgie, ces trous, on les a pas. Non, ça apparaît 4 semaines après, en moyenne. Exactement. En fait. D'ailleurs, on voit bien, toi, sur ton image, là, à gauche, on voit le vaisseau rétinien qui passe en pont, donc c'est pas une déchirure, toi, t'as pas déchiré, toi, l'hypothèse de dire que c'est pendant ta chirurgie que t'as arraché, tu vois bien que le vaisseau, il est resté. Donc, après, moi, ce que j'ai déjà vu, je sais pas si vous avez déjà eu ça, cette observation clinique, enfin, je me rappelle très bien parce que c'était arrivé chez ma cousine, en faisant le pelage de limitante interne, j'ai eu un vasospasme artériel où en fait j'ai quasiment plus vu ces vaisseaux rétiniens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette constatation clinique sur un pelage de limitante. Oui, j'ai vu ça sur un Tromac, oui. Et c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que là vous voyez, je me suis dit elle va avoir la main bouger en post-op, quoi. Alors après c'est une patiente qui était mal équilibrée au niveau tension artérielle. Je sais qu'en préopératoire elle était à 19 de systolique. Donc l'anesthésiste avait chuté rapidement, tu vois, sa tension. Mais c'est vraiment au moment où j'ai enlevé la limitante où j'ai eu ce vasospasme.